Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du cloud public d'Infomaniac puisque nous allons voir comment déployer une instance Windows Server, mais nous allons également partir à la découverte du tableau de bord, voir comment on peut configurer toute la partie réseau. Mais avant cela, je vais vous faire une présentation globale mais relativement rapide du fournisseur cloud Infomaniac en lui-même. Et puis après, nous partirons dans une phase de démonstration. Alors avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas encore fait. Avant de passer à la phase de démonstration, il me semble important de vous présenter Infomaniac, donc un fournisseur de services cloud qui a été créé en 1994 en Suisse et qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs pour 200 collaborateurs. Alors au niveau des services d'Infomaniac, ce que l'on va retrouver, c'est assez varié, c'est de l'hébergement web, l'hébergement WordPress, la création d'instances donc de type serveur VPS ou même des instances dans le cas du cloud public que nous allons voir après, que ce soit sous Linux ou sous Windows. Nous retrouvons aussi la suite collaborative K-Suite qui va regrouper un ensemble de services, notamment le service K-Drive pour le stockage en ligne, K-Meet pour des visioconférences, on a aussi la partie de chat, la partie messagerie électronique bien entendu, et même plus récemment, Infomaniac a lancé une intelligence artificielle souveraine, puisque c'est vraiment au cœur des priorités d'Infomaniac de miser sur la sécurité des données, le respect de la vie privée, donc de la confidentialité des données des utilisateurs, et aussi, il y a un autre élément important, c'est l'écologie. D'ailleurs, il faut savoir que tous les centres de données d'Infomaniac sont conçus et situés en Suisse. Il est important de préciser qu'Infomaniac fait de vrais efforts pour limiter son impact sur l'environnement. Donc il y a vraiment l'aspect écologique qui est très important. D'ailleurs, comme je l'ai mis ici, depuis 2013, Infomaniac ne climatise plus CC Data Center, donc c'est-à-dire tous les serveurs, toute l'infrastructure qui fait tourner tous les services d'Infomaniac. Et l'entreprise compense à 200% la totalité de ses émissions de CO2. Et d'ailleurs, il y a un projet en cours avec le nouveau data center D4 qui lui va aller encore beaucoup plus loin. Il est totalement souterrain et en fait il n'a aucun impact visuel déjà sur l'environnement, et en plus de ça ce qu'il va produire en termes de chaleur va servir pour le chauffage de milliers de ménages en hiver, et en été ce sera utilisé pour l'eau des sanitaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et je vous mettrai quelques liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur ces aspects là. Parlons maintenant du cloud public Infomaniac sur lequel on va pouvoir déployer des instances serveurs, donc c'est ce que l'on va voir après. On va aussi pouvoir bénéficier de l'object storage, donc compatible S3, ce qui peut être intéressant pour des sauvegardes externalisées notamment. On a aussi tout ce qui est stockage bloc, le réseau haute performance, etc. Et ce qui est important de noter, c'est que les services d'Infomaniac sont vraiment nettement moins coûteux que ce que l'on va retrouver par exemple sur du Azure, de l'AWS, ou sur le Google Cloud Platform. Donc, je vous ai mis ici un exemple, je vous laisserai l'analyser, où on voit bien ici, pour une machine avec 4 CPU, 8 Go de RAM, la différence de coût entre différents fournisseurs. Il y a une calculatrice en ligne disponible sur le site d'Infomaniac, il y a aussi une étude un peu plus avancée où vous pouvez obtenir des informations supplémentaires. Alors au niveau de la partie technique du cloud public Infomaniac, il faut savoir que ça s'appuie sur la technologie open source nommée OpenStack, donc que l'on va manipuler par la suite quand on va vouloir créer nos propres instances, gérer le réseau. Et là-dessus, on va pouvoir déployer des instances sous Linux, sous Windows Server, et différents systèmes d'exploitation, soit à partir d'un catalogue d'images qui est fourni par Infomaniac, ou à partir de nos propres images. Et on va pouvoir aller vraiment plus loin et automatiser le déploiement et la gestion de notre infrastructure grâce à l'utilisation d'outils, d'infrastructures as code. Donc on va pouvoir utiliser des outils comme Terraform, Ansible, Docker, etc. Donc ça va être assez puissant. Et enfin, sachez que ce que je vais vous montrer dans la vidéo aujourd'hui, vous pouvez le tester gratuitement, puisque en allant sur le site Infomaniac, vous pouvez bénéficier de 300 € de crédit gratuitement à utiliser sous 3 mois. Donc que ce soit pour mettre en place l'instance Windows Server comme je vais le faire aujourd'hui, ou pour tester un autre type de déploiement, n'hésitez pas à en profiter. Dernière étape avant de passer à la démonstration technique, voici le schéma qui représente ce que nous allons déployer aujourd'hui. Donc on partira vraiment de la brique de base qui est le cloud public Infomaniac, et nous là-dessus on va venir configurer
et déployer toute la partie réseau. Donc je vais vous montrer comment faire toute cette configuration là. Et puis nous finirons par créer la machine virtuelle sous Windows Server 2022. Donc il faut savoir qu'Infomaniac aussi intègre dans ses coûts le coût de la licence Windows Server. Donc vous n'avez pas besoin de l'acheter à côté. C'est directement intégré dans les frais de location, on va dire. Donc voici notre objectif. Maintenant on va passer à la démo. Me voici connecté sur le manager d'Infomaniac. Je vais directement me diriger dans la partie Cloud Computing, puis dans Public Cloud, où ici il faut commander un espace Public Cloud. Et donc ce que je vais faire, moi, c'est directement réutiliser ici le IT Connect démo. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir créer un ensemble de projets, et chaque projet aura ses utilisateurs OpenStack, donc ce qui va permettre de pouvoir gérer les droits. On voit ici que j'ai un projet qui m'a permis de faire la préparation de ce contenu. Je vais créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton ici. Donc là, on a un nom de projet qui est généré automatiquement. Nous, on va pouvoir le renommer, bien entendu. Voilà, Windows Server Demo. On va faire continuer. Ensuite, on voit qu'on nous propose de créer un utilisateur donc pour OpenStack. Donc c'est un utilisateur qui sera généré automatiquement. Donc là, on a le nom qui va être fourni à la fin. Ici, on peut lui donner une description et on peut choisir directement nous-mêmes un mot de passe. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur le bouton créer. Voilà. Donc on va retourner maintenant à la liste des projets. On voit qu'ici il est en cours de création, donc il faut patienter un petit instant, le temps que tout soit créé et qu'on puisse se connecter à OpenStack pour commencer à effectuer la configuration. Voilà, donc on va pouvoir maintenant cliquer dessus, comme ceci. On voit qu'on arrive sur une interface où on nous demande de nous connecter donc à OpenStack. Donc en fait ici, comment savoir comment se connecter? On va cliquer sur le bouton gérer, et là on a le nom de notre utilisateur, donc on va tout simplement le copier, on va venir le coller ici, et là on met le mot de passe que l'on a défini au moment de la création du projet. Voilà, ensuite on fait se connecter, et on va arriver sur notre espace Cloud Public, sur lequel nous allons avoir une vue d'ensemble déjà de nos services qui sont associés à cet espace. On voit ici qu'on a une partie accès API, donc ce qui ouvre pas mal de possibilités. La partie donc compute, c'est vraiment ici donc la partie instance. Donc ça, ce sont en fait tous les serveurs que vous allez créer, que ce soit du Windows, du Linux. Les images, ce sont ici c'est le catalogue d'images qui est proposé par défaut par Infomaniac, mais on voit qu'on peut créer des images. La partie paire de clés, je vais y revenir après, mais c'est pour tout ce qui va être authentification sécurisée pour se connecter à nos instances. Les groupes de serveurs, la partie volume, c'est pour les espaces de stockage de nos instances notamment, et la partie instantanée, ce qui correspond en quelque sorte au snapshot pour nos instances. Le réseau que l'on va pas mal manipuler, qui va nous permettre de créer des sous-réseaux, des routeurs, des interfaces, attribuer des adresses IP flottantes, c'est-à-dire des adresses IP publiques, etc. La partie orchestration, DNS, stockage objet, identité, voilà. On va pas tout explorer aujourd'hui, mais on va se concentrer surtout sur la partie réseau et la partie compute, ce qui sera déjà pas mal pour cette vidéo. Ce que l'on va commencer par faire, c'est aller dans la partie réseau. Déjà, on a la topologie du réseau, où on a un aperçu de notre réseau virtuel, on va dire. Donc on voit qu'ici, on a le XT Floating 1. En fait, ça, c'est le réseau qui va nous permettre de nous connecter à Internet. On a ensuite un réseau ici en IPv6 et un réseau en IPv4. Donc ça, ce sont des réseaux mis à disposition par Infomaniac sur lesquels on pourrait venir se greffer directement. Mais nous allons plutôt créer notre propre réseau en cliquant sur ce bouton. On donne un nom à ce réseau, on va l'activer et on va aussi créer un sous-réseau. On va pouvoir créer en fait un réseau avec un ensemble de sous-réseaux. Ici, nous, on va créer un seul sous-réseau, donc on va cliquer sur cet onglet. On va nommer ce sous-réseau, définir une adresse réseau, voilà, comme ceci. Une version d'IP, là on va travailler nous en IPv4. Et pour l'adresse IP de la passerelle, en gros c'est l'adresse IP que l'on souhaite utiliser au niveau de notre sortie pour l'évasion, pour accéder sur d'autres réseaux, notamment à Internet. Donc là on va venir mettre une IP de passerelle que l'on va choisir, voilà, comme ceci. On pourrait avoir un réseau qui n'a pas de passerelle, ce serait quelque chose de totalement isolé. Ensuite, on va faire suivant, là on a le détail du sous-réseau. Est-ce qu'on veut activer ou non le service DHCP sur ce réseau-là? Alors ça, c'est un point très important, puisqu'en fait, dans le cadre du déploiement de Windows Server, il faut laisser activer le DHCP pour qu'il y ait une route qui puisse être distribuée au moment du déploiement de l'instance, parce que sinon on a des soucis en fait pour récupérer le mot de passe d'accès à l'instance Windows Server. Donc ça, c'est une petite particularité de configuration, disons. Donc il faut laisser activer le DHCP, même si nous n'allons pas directement l'utiliser par la suite.
Donc ça, c'est eh bien quels sont les serveurs DNS que l'on veut associer. Nous pouvons mettre par exemple 4 x 1 comme ceci, voilà. Et on va créer notre réseau. Donc nous voyons ici au niveau de la topologie que l'on a notre nouveau réseau qui est là, le serveur net. Et on va maintenant rebasculer dans réseau ici, et nous le retrouvons également ici. On a bien le nom du réseau, et on a un sous-réseau, le serveur net Windows, en 10.10.10.0/24. Donc ce que l'on va faire, c'est venir cliquer ici sur le nom de notre réseau, on va basculer sur l'onglet port, et on va créer un nouveau port. L'objectif va être de définir une adresse IP statique, donc on va mettre 4 x 10, et qu'on va ensuite attribuer cette adresse IP là à notre future instance quand on va la déployer, ce qui va permettre d'avoir une adresse IP statique, fixe sur notre serveur, ce qui me semble important voilà, dans le cadre du déploiement d'une infrastructure virtuelle où on va avoir ensuite une adresse IP publique qui va rediriger vers cette adresse IP. Donc on va nommer ce port, mettre une IP, la définir ici comme adresse IP fixe. Donc je mets l'adresse IP fixe ici, je mets le nom du port, donc en fait je mets le nom de ma future instance Windows Server, comme ça permet de faire le lien facilement entre l'instance et le port, et on va pas modifier les autres paramètres. On a voilà, par exemple le type de VNIC, des choses comme ça, on va pas aller jusqu'ici. Nous on va tout simplement faire ici créer pour créer ce port au niveau de notre réseau. Donc un port qui sera attribué à notre instance Windows Server par la suite. Maintenant, nous allons devoir créer un routeur, puisque ce routeur va nous permettre de faire le lien entre notre nouveau réseau que l'on vient de créer et le réseau EXT Floating 1 d'Infomaniac, c'est-à-dire faire le lien entre notre LAN virtuel et le réseau externe. Donc on va dans la partie routeur, on fait créer un routeur, on va le nommer ce routeur, et on va sélectionner un réseau externe. Ici, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est le XT Floating 1 proposé par Infomaniac. Et on va voilà, lancer la création du routeur. Voilà une étape en plus que l'on vient de réaliser. Donc toujours dans l'objectif hein, de mettre en place le réseau qui a été présenté sur le schéma tout à l'heure. Et maintenant, on va retourner dans la topologie pour voir ce qui s'est passé. Et on va remarquer que normalement notre routeur voilà, est bien apparu. Il y a bien un lien ici entre notre routeur et le XT Floating 1. On va venir lui ajouter maintenant une autre interface pour faire le lien avec le réseau que l'on a créé précédemment. Donc on va cliquer sur le bouton tout simplement. Ici, on va prendre eh bien, le serveur net que l'on a créé tout à l'heure. Donc c'est bien notre réseau. On ne va pas mettre d'adresse IP puisqu'on avait déjà défini une adresse IP de passerelle au niveau du sous-réseau, hein, souvenez-vous de ça. Donc là, vraiment, ne mettez rien. Ici, on va faire envoyer. Et normalement, on va voir qu'on a un lien qui va se créer entre notre routeur, voilà, on le voit en live, entre notre routeur et notre réseau. Nous allons maintenant basculer dans la partie groupe de sécurité. Donc un groupe de sécurité ou security group, ça va nous permettre en fait de gérer les flux entrants, les flux sortants entre eh bien, notre réseau et le réseau extérieur ou entre deux réseaux virtuels, tout dépend en fait où on va le situer. L'idée c'est de se dire qu'on va créer des règles d'autorisation de flux puisqu'on part du principe que tout ce qui n'est pas autorisé sera forcément refusé au niveau d'un security group. Il y a un security group par défaut qui est ici, qui bloque tous les flux entrants et qui autorise tous les flux sortants. Donc nous, on va venir créer un groupe de sécurité personnalisé, que l'on peut nommer servernet-sg, comme ceci, voilà. Et on va ensuite, eh bien, pouvoir le configurer. Donc on voit déjà qu'en sortie, en IPv4, IPv6, tout est autorisé, hein, comme on le voit ici. Nous, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est autoriser les flux entrants en RDP sur notre instance Windows Server, puisque vous le savez probablement, pour administrer un Windows Server, la méthode la plus classique, on va dire, c'est de se connecter en bureau à distance via le protocole RDP. Sauf que là, en l'état actuel, on ne pourra pas le faire. Donc on va ajouter une règle. Ici, on pourrait ajouter une description, ça sera bien en entrée. Ce que l'on va ouvrir, c'est un port, non pas une plage de port, et encore moins tous les ports. Le numéro de port, bien, ce sera 3389, c'est celui par défaut du RDP. Et la partie distant qui est ici, en fait, permet d'indiquer, eh bien, si vous souhaitez autoriser, par exemple, un réseau distant spécifique. Si vous avez une adresse IP source qui est statique, vous pouvez l'indiquer ici, ce qui permet de ne pas trop exposer le service RDP de votre serveur. Ensuite, on va faire ajouter, bien sûr, si c'est un Windows Server qui sera utilisé, par exemple, pour héberger une application web, on viendra ajouter une autre règle pour le port 80 HTTP, 443 HTTPS, ou un autre port en fonction des besoins. Voilà, donc là on vient de gérer la partie groupe de sécurité, et nous l'affecterons ensuite à notre instance lors de la création. Ce qui va nous rester à gérer, c'est la partie IP flottant, puisqu'en fait il faut que notre Windows Server soit accessible depuis Internet pour qu'on puisse s'y connecter, et donc on va devoir allouer une adresse IP
flottante à notre projet en cliquant ici. Donc on va aller piocher dans le pool qui est proposé ici. On pourrait également éventuellement l'associer à un domaine DNS. Là on va laisser comme ça, on va faire simplement allocation d'IP. Et on voit que l'IP a été ajouté, donc ça c'est ma future adresse IP publique. Et on va maintenant cliquer ici sur le bouton associer. Et on va associer cette adresse IP publique à un port spécifique. Et nous on va l'associer du coup à notre port créé précédemment avec l'adresse IP statique, hein, souvenez-vous, le 10.10.10.10. Donc on va le sélectionner ici. On va ensuite ce port l'associer à notre instance Windows Server, ce qui permettra à notre instance d'hériter de cette adresse IP publique. Voilà, on fait associer. Et maintenant, grâce à cette dernière étape, nous venons de préparer toute la partie réseau que je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma. Donc maintenant, ce qui va nous rester à faire finalement, c'est la dernière étape, celle que vous attendez, la création de l'instance Windows Server. Donc on va se rendre dans Compute Instance et on va tout simplement cliquer sur Lancer une instance. Là, on va devoir commencer par la nommer, cette instance. On voit qu'on peut aussi en déployer éventuellement plusieurs. Je nomme cette instance, je fais ensuite suivant. Donc la source, en fait, c'est quelle est l'image que vous souhaitez utiliser. Donc on a plusieurs options qui sont offertes. Et l'option, on va dire, de base, eh bien, c'est d'aller piocher dans le catalogue proposé par Infomaniac. On voit qu'on a 33 images, des systèmes divers et variés. Et si on va à la page numéro 2, on va retrouver Windows Server 2019 et Windows Server 2022 en standard et en data center. Ici, on va prendre un 2022 standard, on va cliquer sur la petite flèche, voilà, ce qui va permettre de sélectionner l'image comme on peut le voir ici. Donc elle sera déployée avec un stockage qui va dépendre du gabarit que l'on va sélectionner après. Donc là, on va passer sur l'étape gabarit. Le gabarit nous permet de sélectionner, eh bien, en fait, une configuration d'instance de machine virtuelle, on va dire. Par exemple, voilà, on pourrait prendre l'instance qui est ici, celle-ci, avec 4 vCPU, 8 Go de RAM et 50 Go de disque et 0 Go d'espace disque éphémère. Pour sélectionner ce gabarit, on va simplement cliquer sur la flèche et ça permet de le sélectionner comme on le voit ici. Si on voudrait ajouter un peu plus d'espace de stockage, il faudrait aller sur la partie source ici et créer un nouveau volume qui viendrait s'ajouter dans l'instance pour avoir plus de stockage. Nous allons passer à la partie réseau, mais en fait cette partie-là on va l'ignorer, puisque nous on va directement associer notre instance à un port réseau. En l'occurrence, à notre port que l'on a créé précédemment. Le fait de faire ça va permettre d'associer l'adresse IP statique qui est ici directement à notre instance. Donc ça c'est vraiment ce que l'on souhaite. La partie donc groupe de sécurité, eh bien là on voit que par défaut c'est le groupe de sécurité default qui a été sélectionné. Donc nous on va le retirer et on va prendre celui qu'on a créé précédemment, ce qui autorisera notre instance à communiquer en sortie vers tout le monde et tous les protocoles. Par contre, en entrée, on a autorisé uniquement le RDP. Hein. D'ailleurs, on peut revoir ici le détail du Security Group, ce qui est relativement pratique. Hein, et on voit bien le 3389 qui est indiqué. On va faire suivant. On a la partie donc, qui perd. Alors, c'est quoi ça? Mais en fait, il faut savoir qu'au niveau d'OpenStack, pour s'authentifier sur nos instances, notamment Linux et Windows, ça s'appuie sur des paires de clés SSH. Donc, ça veut dire que quand on déploie une instance Linux, l'authentification, la connexion à notre instance déployée se fera via SSH avec une authentification par clé. Dans le cadre du déploiement d'une instance sous Windows Server, la paire de clés sert en fait à récupérer le mot de passe administrateur qui est généré au moment de la création de l'instance. Donc on est forcément obligé d'avoir une paire de clés. Donc là, nous, on n'en a pas puisque on débute dans notre projet. Donc on va créer une paire de clés comme ceci. On va donner un nom à cette paire de clés. Par exemple, je peux mettre mes initiales puisque cette clé, je peux la réutiliser pour d'autres instances. Et je vais prendre clé SSH. Voilà. Je vais créer une paire de clés. Je vais ensuite copier la clé privée que je vais garder bien au chaud de côté dans un coffre-fort sécurisé. Que cette information, je vais en avoir besoin par la suite. On fait terminer, voilà. Nous avons ensuite la partie configuration où on pourrait intégrer un script de personnalisation de configuration Cloud Init, donc pour la partie Linux notamment, ce qui permettrait bien une fois que l'instance est déployée, d'automatiser certaines tâches, de dérouler certaines tâches. Et ensuite, on a la partie groupe de serveurs, scheduler ints et métadonnées, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. On va faire lancer une instance. Et donc à partir de là, on va déployer notre instance Windows Server. Donc on voit que ça prend quelques clics, hein. C'est relativement rapide et je trouve l'assistant assez intuitif une fois qu'on a bien compris la mécanique. Donc ça, vous avez ma vidéo, l'article sur IT Connect pour vous aider. Et donc là, on voit que l'instance est en cours de construction, en génération. D'ailleurs, si on clique dessus, on va voir qu'on a accès en fait à la console ici.
Et la console va nous permettre de voir ce qui se passe au niveau de l'instance qui est en train d'être déployée. Donc bon, là ça peut pas être chargé puisque j'y suis allé trop tôt, on va dire, donc il faut attendre un petit peu. Voilà, et donc quand l'instance sera lancée, et qu'elle sera en phase de finalisation, et bien en fait on aura une visibilité ici sur la console, et à partir du moment où on sera sur la page de verrouillage, on va dire, de Windows Server, eh bien nous allons pouvoir voir comment récupérer le mot de passe administrateur et nous connecter en RDP à notre instance. En attendant, eh bien, je vais vous la laisser tourner quelques secondes et je vous reprends juste ensuite. Voilà, l'instance est désormais déployée. Donc une fois qu'on en est là, eh bien on va pouvoir se connecter. En fait, quand on va faire CTRL-ALT-SUB comme ceci, on voit qu'on a administrateur, mais nous n'avons pas le mot de passe. Alors, comment faire pour obtenir ce mot de passe? Bien, nous allons retourner dans la partie instance, qui est ici. On va cliquer sur la droite ici dans la liste des tâches possibles. D'ailleurs, ça vous permet de voir un petit peu ce que l'on peut faire. On peut prendre un snapshot, on peut redémarrer l'instance, la supprimer, etc. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est récupérer le mot de passe. Alors en fait, pour récupérer le mot de passe administrateur de l'instance, ça sera fait de manière sécurisée puisque pour déchiffrer le mot de passe, il faut avoir connaissance de la clé privée. Vous savez, la clé privée qu'on a créée il y a quelques minutes lors de l'incréation de notre instance. Donc ici, on va venir copier-coller notre clé privée. Donc je colle la clé privée, je fais déchiffrer le mot de passe, et si la clé privée est correcte, eh bien j'obtiens le mot de passe. Voici ici le mot de passe administrateur de mon instance Windows Server. Donc maintenant, je vais pouvoir m'y connecter. Donc là, je vais cliquer sur Annuler. Je vais ensuite voir ici l'adresse IP de mon instance, l'adresse IP publique. Donc je vais prendre cette IP, je vais venir la coller dans l'application connexion bureau à distance de Windows. Donc, je vais faire connexion. Voilà, on voit que la connexion monte. Je vais mettre administrateur, c'est bien administrateur en anglais. Et ici, nous allons venir mettre le mot de passe que nous venons de récupérer il y a quelques instants. Voilà, on fait OK. On fait oui, et là en principe on devrait arriver, voilà donc c'est le cas, je vous mets ici à l'écran, on va arriver sur notre instance Windows Server que l'on vient de déployer sur le cloud public Infomaniac. Donc voilà, on va laisser charger le temps de la première connexion. Voilà, je suis bien connecté sur mon serveur qui est hébergé chez Infomaniac, d'ailleurs on a bien le fond d'écran Infomaniac officiel. On est bien sur une instance qui a été nommée correctement par rapport à ce que j'avais défini dans les paramètres de la création de mon instance. Ici, si je vais dans la partie système pour regarder un petit peu la configuration, eh bien on voit qu'on est sur 8 Go de RAM comme prévu, sur du Windows Server 2022 standard, comme on peut le voir, et on aurait bien sûr aussi les informations dans la partie gestionnaire des tâches, dans la partie performance, comme on peut le voir ici, on a bien 4 processeurs virtuels comme attendu, et aussi 50 Go au niveau du disque. Donc maintenant, cette instance étant déployée, je peux ajouter les rôles dont j'ai besoin, installer mes applications, etc. et profiter de cette instance Windows Server 2022. Voilà, nous venons de découvrir l'offre cloud public d'Infomaniac. Nous avons vu comment créer un réseau, un routeur, un groupe de sécurité. Et puis au final, eh bien, nous avons utilisé tout ce que nous avons mis en place pour venir connecter, déployer notre première instance Windows Server 2022, où on va pouvoir ensuite payer en fonction de ce que l'on va consommer, c'est-à-dire à chaque heure passée avec la machine virtuelle allumée, on sera facturé. Donc ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Infomaniac pour en savoir plus au niveau des tarifs. N'hésitez pas aussi à profiter de l'offre du moment, on va dire. Vous avez 300 € que vous pouvez dépenser sous 3 mois et vous avez déjà moyen de faire pas mal de choses et de bien vous amuser. Et voilà, donc cette vidéo vous servira de base pour prendre en main le cloud public Infomaniac. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.